Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de parler d'un nouveau livre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent au livre que je parle pour prendre une décision s'ils achètent ce livre ou pas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre. Il s'agit de Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors avant de parler de ce livre, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de voir en description, normalement en bas de la vidéo, vous avez une vidéo, elle est gratuite, où je vous explique des éléments, comment connaître les bases d'une mémoire photographique. Alors je vous conseille de regarder d'abord ça. Pourquoi? Si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de retenir en fait ce qu'on va voir ensemble, hein. D'ailleurs, pour toutes les vidéos que je fais ou des vidéos d'autres personnes qui apportent, ça va vous permettre de vous aider à bien le mémoriser. Parce que quand on ne le fait pas, c'est bien beau de regarder des vidéos, mais il faut aussi bien retenir les choses pour pouvoir aussi les mettre en pratique. Si vous oubliez les choses, vous ne pouvez pas les mettre en pratique, donc c'est un problème. Et pour moi, c'est pareil. C'est pour ça que je m'intéresse actuellement de plus en plus à ces trucs de mémoire, et c'est pour ça que je vous le partage. C'est donc en description. En lien en description, c'est gratuit. Alors, on va parler de ce fameux livre. Alors, il est coupé donc sur 48 chapitres, donc qui correspondent aux 48 lois. Et chaque chapitre a un système où il y a la violation de la loi, le respect de la loi, l'interprétation, les clés du pouvoir et enfin à contrario. Enfin, c'est à peu près comme ça pour quasiment tous les chapitres. Alors, j'hésitais si je vous parle de mes notes ou plutôt des lois eux-mêmes qu'il y a marquées en sommaire, mais je pense que je vais plutôt vous voir les 48 lois, et si ça vous intéresse d'en savoir plus, ben, vous pourrez alors prendre la décision d'acheter le livre ou pas, c'est à vous de voir. Alors, c'est très manipulateur, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Certaines lois, c'est vraiment abusé, d'autres c'est plutôt correct, hein. Bon, après, le truc, c'est ça, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez pouvoir vivre, donc vous êtes obligé automatiquement d'appliquer une partie des choses, hein. Ça, il y aura pas photo. Soit vous n'appliquez rien, et puis forcément, vous allez garder votre situation, parce que si vous ne changez pas, il y a rien qui va changer. Bon. Alors, certaines lois sont correctes, hein, comme la première, loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Alors, ça dit, ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs, dans votre désir de leur plaire et de les impressionner. Ne vous laissez pas enchaîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, le déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Donc ça, c'est un truc assez logique. Alors, dans le livre, il fait référence à une histoire du passé, à l'époque où il y avait les rois, etc. Et il montrait la personne qui avait cherché à se montrer supérieure au roi, et forcément c'est mal fini. Je crois qu'il avait été envoyé dans un donjon, si je me rappelle bien, et après ils l'ont décapité, etc. Donc voilà, c'est effectivement une loi à respecter. Quand vous avez quelqu'un qui vous est supérieur sur le moment, ne cherchez pas, même s'il est pas aussi intelligent que vous dans un domaine X ou Y, ne cherchez pas à le montrer. Si c'est lui qui a le pouvoir, qui est au-dessus de vous sur le moment, ne le faites pas, parce que forcément, vous n'allez pas gagner en le rabaissant, quoi. Et d'ailleurs, en sens inverse, c'est pas non plus forcément une bonne chose. Si c'est vous qui êtes supérieur, le baisser, c'est pas non plus une bonne idée non plus. Mais en tout cas, la loi première, numéro 1, c'est ça. Ne cherchez pas à surpasser le maître. En 2, ça vous dit, loi numéro 2, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie, d'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Ok, donc la loi numéro 2, c'est assez clair dans le titre, hein. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Il est vrai que vos amis, vous avez tout de suite confiance en eux et tout, mais eux, ils ont aussi leur envie, ils veulent aussi réussir. Si vous voulez réussir, eux aussi. Ça, c'est évident, hein. Ça a beau être votre meilleur ami ou pas, il en restera pas moins qui va vouloir de son côté aussi réussir, et donc forcément ça peut tourner en trahison par envie ou par autre point du genre. Donc quand vous utilisez vos ennemis, ben, ça ne se passera pas aussi de la même façon. Donc je pense que c'est une loi qui est très bien et qui n'a rien... on voit que là, ça n'a rien de mal sur les deux premières lois. Oui, d'un côté, la première, on fait de l'omission, on cache des choses, donc on manipule, mais on manipule pas dans un sens où c'est pas correct vis-à-vis de soi ou des autres, hein. Ça reste correct, mais certaines lois, comme dit, on va le voir, c'est pas aussi truc.
On va passer loi numéro 3, dissimuler vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou. On ne révèle jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les dans un écran de fumée et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera déjà trop tard. Donc là, on nous met que faut en dire le moins possible pour que en fait vos adversaires ou du moins plutôt vos concurrents ne savent pas ce que vous avez l'intention de faire. S'ils savent pas qu'est-ce que vous allez faire, ils ne vont pas pouvoir mettre de défense. Donc du coup vous allez pouvoir les amener dans une autre direction qui va vous amener à votre avantage. Ensuite, on a... Alors, la loi numéro 4, c'est dites-en toujours moins que nécessaire. Donc là, c'est assez similaire. La première, donc on dit simuler. La deuxième, c'est dites-en moins que nécessaire. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si le reste vague et énigmatique. Les personnes puissantes impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises. Alors ça, c'est tout vrai. C'est vrai, on le voit souvent en vente. Plus on parle, plus on a un risque de faire des erreurs. Moins vous en dites, moins vous avez en fait de risque de faire des erreurs. Donc il faut faire l'inverse il faut faire l'inverse, il faut éviter de parler trop. Hein. Il ne faut pas jouer genre un gars qui raconte des histoires énormes. Au contraire, racontez pas d'histoire et parlez seulement en fait quand la personne elle vous le demande. Et cherchez toujours à dire un minimum. Et quand elle vous le demande, de toute manière, c'est que vous avez déjà un pouvoir au-dessus de lui. Le gars qui parle à gogo et fait souvent plein d'erreurs. Bon, après, c'est pas forcément facile à tout mettre ces points en pratique, mais c'est des lois. Les premières lois sont des lois correctes qu'on peut très bien appliquer. Il y aura pas de souci. Vous verrez, vous constaterez que ça vous aide effectivement. Hein. Pour moi, c'est pareil. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Donc, le truc assez clair, hein, faut faire gaffe à sa réputation et trouver les failles de l'autre pour pouvoir faire en sorte que les autres ils foncent dedans sans que vous avez besoin de l'attaquer. Vous laissez les autres faire, c'est la meilleure tactique. C'est souvent c'est pas de faire les choses soi-même mais de déléguer aux autres. D'ailleurs, il y a une loi qui parlera de ça plus loin. Loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse en termes énormes. Soyez l'élément qui attire tous les regards. Alors ça aussi, c'est très bonne chose. Si vous voulez avoir du pouvoir, certains disent « Ouais, l'habit ne fait pas le moine ». Mais en réalité, c'est pas forcément vrai. Hein. Si vous habillez d'une autre façon qu'un autre que vous faites remarquer, c'est que vous allez gagner automatiquement en fait en pouvoir. Donc tous les trucs de base, hein, quand les gens ils roulent avec des voitures de sport, hein, donc les voitures de riches, etc., ça attire l'attention. Et tous ces trucs-là qui attirent l'attention, eh ben forcément, ça vous donne du pouvoir. Et si vous avez plus de pouvoir, vous allez forcément pouvoir faire plus de ventes, vous trouvez plus de clients plus facilement, quoi. Donc ça reste un bon truc si vous êtes bien habillé, si vous avez une voiture, etc. Oui, ce sont des passifs, tout ça. Mais d'un autre côté, selon si vous trouvez le juste milieu, ça vous ramène aussi du monde, des clients. Si vous faites ça intelligemment. Hein. Loi numéro 7, laissez le travail aux autres, mais récoltez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous ferait gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine, d'efficacité et de diligence. À la fin, de vos collaborateurs seront oubliés et on se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Donc ça,
Ce truc-là, on pourrait dire oui c'est correct et oui c'est pas correct, ça dépend. Moi c'est un truc aujourd'hui que j'ai totalement accepté. À l'époque j'acceptais pas du tout. Moi je voulais toujours tout faire moi-même parce que pour moi les autres ne font pas le travail correctement. Ça c'était à l'époque, alors qu'aujourd'hui j'ai plus tendance à vouloir laisser les autres travailler. Vous les payez, vous les laissez travailler et vous récoltez en fait les lauriers. C'est la meilleure chose en fait que vous pouvez faire parce que tout de même vous avez 24 heures dans une journée. Quand vous voulez tout faire, vous n'arriverez pas à tout faire et en plus vous n'avez plus de temps pour vous. Et en plus de ça, il y a des gens de toute manière qui viennent vous demander pour que vous leur donniez du travail. Donc autant les aider, c'est bon pour tout le monde. Et au final, voilà, c'est meilleur pour tout le monde. Même si certains trucs sont à la limite du correct. Hein, quand vous avez les écrivains, je sais plus comment on appelle ça, les écrivains blancs. C'est-à-dire que le gars, il écrit tout un livre. Mais en fait, c'est le nom d'une autre personne qui est mis dessus. C'est pas lui qui a écrit le bouquin, quoi. Mais celui-là qui recueille les lauriers, c'est celui-là bien qui a le nom dessus sur le livre. Et non la personne qui a réellement écrit. Hein. Donc pour ça, c'est pareil. N'importe quelle marque, n'importe quel truc que vous montez, si vous payez un gars, l'autre il le fait. C'est celui-là où il y a le nom mis en avant. C'est celui-là qui va gagner, même si c'est pas lui qui a fait le travail. Tous les autres, on n'entendra pas parler. Et la marque, c'est pareil, ça joue. Hein. Quand vous avez le nom d'une marque, les gens, ils voient le nom de la marque. Ils voient pas ceux qui sont derrière, qui ont fait les trucs. Le seul cas où il y a un truc comme ça, où on voit ceux qui sont derrière, enfin entre parenthèses, c'est plutôt un cas un peu différent, c'est au niveau du cinéma. Dans le cinéma, on va voir les acteurs, mais on ne verra pas le réalisateur. Mais sinon, dans tous les cas, quasiment, voilà, c'est toujours celui-là, c'est toujours en fait ceux-là où il y a les noms qui sont mis en avant qui seront au-dessus. De manière générale. Hein. Ensuite, on a loi numéro 8. Obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on y met de la situation. Il vaut mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous en aurez ainsi les cartes en main. Donc ça, effectivement, c'est logique. Hein. Si vous voulez détruire quelqu'un, il vaut mieux que ce soit sur votre propre terrain. Donc si vous avez par exemple un concurrent qui est étranger, faites en sorte que c'est lui qui vienne vers vous et non l'inverse. Que c'est lui qui va s'adapter à votre truc et pas l'opposé. Et forcément, vous aurez une bien meilleure maîtrise du truc que si c'est vous qui allez vers lui. Hein. C'est pas la peine de courir en fait. Tout bêtement, c'est pas la peine de leur courir après. C'est à vous de faire en sorte qu'ils viennent vers vous. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment, le rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions. Sans dire un mot, ne prêchez pas, montrez l'exemple. Alors ça c'est tout à fait vrai, on le remarque assez rapidement, assez facilement. Il est vrai que moi je fais souvent des fois l'erreur, ça m'arrive de faire l'erreur. De vouloir aider quelqu'un, mais ça sert à rien si le gars ne le demande pas. Le seul moyen où vous pouvez aider les gens, en fait, c'est en fait de la façon où vous avez montré l'exemple. Quand vous montrez l'exemple à la personne, elle vous suivra automatiquement par la suite. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire en fait pour aider les gens, c'est de le montrer par des actes, pas par du blabla. Quand vous discutez, machin, il faut faire comme ci, comme ça sert à rien. Il faut que vous fassiez les choses, que le gars il voit que oui, c'est juste, et c'est là qu'il va vous suivre, qu'il va marcher. Le blabla, en fait, ça sert à rien. Ensuite, loi numéro 10, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. On peut nourrir du malheur d'autrui. Les états d'âme sont contagieux. Et voulant aider à celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité, sur eux-mêmes et aussi peut-être sur vous. Préférez la compagnie de ceux qui ont tout réussi. Alors ça encore, c'est une loi qui est tout à fait juste. On va dire, oui, c'est pas correct, ouais, on laisse les pauvres là où ils sont et on s'intéresse aux riches, machin et tout. Mais le problème, c'est si vous concentrez sur les pauvres plutôt que sur les riches, le problème, c'est que vous allez être aussi pauvre. Vous allez devenir de plus en plus pauvre parce que vous allez commencer à être dans cet environnement et avoir la même réflexion que ces gens-là. Alors que si vous voulez être riche, vous devez aller vers les gens riches. Si vous voulez avoir plus de chance, il va falloir avoir les gens qui ont la chance. Il faut s'éloigner des gens qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, qui n'ont pas atteint ce que vous voulez, parce que sinon ça va vous rapporter plein de problèmes. Il faut pas, même si c'est pas facile, même si c'est un ami d'enfance, approche de la famille, il faudra diminuer, etc. à fond. Il faut que vous vous concentrez
sur ceux-là qui ont tout, qui réussissent, etc. C'est ceux-là qui vont vous permettre de vous aider, que ce soit directement ou indirectement. Hein, parce que quand vous lisez des livres, vous regardez des vidéos, etc., ces gens-là, en fait, s'ils ont réussi, ils vous aident. Et ceux-là, ils sont utiles. Par contre, ceux-là qui n'ont pas réussi, ils ne vous aident pas. C'est pas la peine de perdre du temps avec eux s'ils sont inférieurs à vous. S'ils sont supérieurs à vous, vous pouvez les suivre. Même si ce n'est pas un pas gigantesque. À partir du moment où ils sont au moins, on va dire, égal à vous, ça peut être un intérêt de les suivre. Sinon, il faudra vraiment diminuer drastiquement. Et selon les cas, si c'est vraiment catastrophique, vraiment couper les ponts hein, si ça va vraiment pas. Mais sinon, il faut vraiment diminuer votre pourcentage du temps que vous passez avec les gens qui sont malchanceux, qui voient tout le temps du noir et tout, et augmenter le pourcentage de ceux-là qui ont les réussites, etc., pour pouvoir obtenir à votre tour la même chose. C'est assez logique. Constamment on a du mal des fois à faire ça parce que ouais on veut être communiste et tout, mais non, mais si vous s'agissez ça veut dire que vous allez tous être dans le sens de la pauvreté, eux mais vous aussi, etc., vous allez tous couler en fait. Le seul moyen que vous pouvez faire, c'est être dans le sens inverse. Alors oui, il n'y aura pas 100%, mais c'est le truc qu'on peut faire. Si vous voulez aider d'autres gens et vous-même, vous devez aller dans le sens de ce sens-là et non dans le sens négatif, hein. C'est toujours le sens positif. Rendez-vous indispensable, ça c'est la loi numéro 11. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on puisse se passer de vous. Qu'on ne puisse pas se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'aurez rien à craindre. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Donc ça c'est aussi une bonne chose. Donc comme je disais, il y a des lois qui ne sont pas forcément très correctes. Là, on les dit bien. Si par exemple vous offrez des formations, vous faites des formations ou des challenges comme ils disent aujourd'hui, ça aussi c'est manipulateur d'ailleurs au passage, hein. Quand ils changent les mots par challenge, défi à la place d'une formation, c'est exactement la même chose, hein. Là on voit ces derniers temps, je vois de plus en plus ça, ouais, challenge, défi à la place de formation, en réalité c'est la même chose, c'est de la manipulation. Mais ce qu'on veut dire dans ce truc de se rendre indispensable, c'est ne révélez pas tout à 100%. Parce que si les gars ils savent tout, eh ben, ils vont partir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aider des gens. En plus, je le faisais gratuitement parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, moi j'adore aider à la base les gens. Je ne cherchais pas à gagner quoi que ce soit, mais ça m'est arrivé d'aider les gens et forcément, après, je les voyais plus, quoi. Une fois qu'ils savaient tout exactement comment faire, ben, forcément, ils se sont cassés. Pourquoi? Parce que les gens, ils pensent qu'à leur intérêt. Ça c'est un truc normal, hein. On va pas en vouloir pour les gens pour ça, mais il faut quand même être conscient parce que tout le monde vous l'êtes pareil. Quand vous regardez un truc, vous le faites pour vous, pas pour les autres. En général, c'est avant tout pour vous, pas pour aider la personne qui vous forme. Donc, au moment où vous avez ce que vous voulez, vous allez voir ailleurs. Bon, et c'est pour ça que cette loi dit qu'il faut pas tout relever à 100%. Comme ça, la personne elle est obligée de continuer à vous suivre parce que vous n'avez pas tout leur relever, il y a toujours des choses à apprendre. Bien sûr, un moyen de faire que ce soit toujours comme ça, c'est que vous continuez d'évoluer, d'apprendre toujours plus. Du coup, le gars, il aura toujours besoin de vous et il va continuer en fait de vous suivre. Donc c'est certainement, comme dit, c'est un peu entre les deux, entre correct et pas correct, mais dans tous les cas, voilà, c'est compréhensible. Vous êtes obligé de le faire, quoi. Si vous ne le faites pas, ça vous cause des problèmes. Et pour moi, c'est pareil. Donc, c'est des trucs qui sont un peu à la limite. Mais voilà, pas faire autrement, quoi. C'est soit, si on le fait pas, on est dans la case pauvre. Donc, pauvre pour tout le monde. Soit on le fait, et puis voilà, c'est un truc qui est compréhensible si on se met à la place de l'autre. Ensuite, loi numéro 12, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère et honnête compense les dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font laisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient. Trouvez le défaut de la cuirasse, puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos. Un cheval de Troie aura un effet similaire. Voilà, le cheval 3, c'est donc bien effectivement avec la ville de Troie, c'était l'histoire avec on offre le cheval, c'est très connu. Et il y avait les ennemis à l'intérieur qui sortent et après qui permet d'ouvrir les portes, qui gagnent la bataille, la guerre, alors qu'ils n'avaient pas à prendre la fameuse ville. Hein. C'était une histoire qui était d'ailleurs 2 parties, ils n'ont jamais fait la partie du deuxième film, c'est dommage. Bon, quoi qu'il en soit, on dit que voilà, vous pouvez faire un cadeau pour obtenir la confiance d'une personne et après vous pouvez le manipuler à bon escient comme vous voulez parce que vous avez gagné en fait sa confiance. Donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire quand vous avez des gens qui vous font pas confiance au départ. Vous cherchez comment vous faire confiance. D'ailleurs de base
Vous êtes obligé de rester honnête. Hein. Pour moi, je pense qu'il faut toujours rester honnête. Mais de l'autre cas, vous êtes quand même obligé de faire des omissions. Donc il ne faut pas mentir, tu vois, c'est un poids dur à tenir sur le long terme. Et au bout d'un moment, ça finira par se voir, par se trouver que vous avez menti. Donc il ne faut pas le faire. Mais de l'autre côté, le juste milieu, c'est l'omission. Un peu comme les banquiers adorent faire ce genre de coups pas corrects, ils font des omissions à gogo, les commerçants aussi. Et bien pour vous, c'est pareil, qu'importe votre business, vous êtes obligé, vous n'avez pas besoin de mentir, mais vous êtes obligé de faire l'omission. Il n'y a pas le choix. Et ça, c'est pas malhonnête pour autant, ça reste de l'honnêteté, vous êtes entre les deux. Et bon, honnête, dans ce point-là, c'est selon les cas, quand les gars ils tellement soupçonnent, n'hésitez pas à fonctionner sur la franchise. Des fois, ça fonctionne très bien à ce genre de personnes. La plupart n'apprécient pas la franchise, mais sur certains, ça marche quand ils passent plein de gens qui passent leur temps à leur raconter des mensonges, etc. Quand vous faites l'inverse, forcément, ils vont vous suivre parce que vous êtes honnête, même si ça leur déplaît. Et ils vont vous suivre parce que ça va leur plaire parce que vous êtes différent des autres. En fait, faut voir la différence. Donc certaines lois sont adaptées selon les cas, les profils. Hein. Loi numéro 13, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui aviez apportée ni le service que vous lui avez rendu. Vous le ferez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable. Insistez sur ce point. Plus il aura gagné, plus il fera preuve d'empressement. Alors, effectivement, vu qu'on sait que tout le monde est égocentrique et pense à son intérêt, la loi 13, elle est assez claire. Les autres personnes vous suivront uniquement parce qu'ils ont leur intérêt. Si vous regardez maintenant cette vidéo, c'est parce que quelque part, vous avez un intérêt, vous cherchez quelque chose. Mais si vous ne créez pas quelque part de la valeur pour la personne, elle n'a pas de raison en fait de vous suivre. Donc cette loi, elle est tout bête. Vous voulez que d'autres gens vous suivent dans vos projets, etc. Il faut créer de la valeur. Bon, ça c'est tout à fait logique et normal. La plupart des gens ne le font pas pourtant, mais pourtant, voilà, ça marche pas autrement. Vous devez créer de la valeur pour les autres. Et dans le moment futur, dans le moment présent, vous lui proposez ça pour que dans le futur, il gagne quelque chose. Ou dans son moment présent, il va gagner quelque chose s'il fait ça. Bon, alors il vous suivra. Mais le truc du passé, ça sert à rien. Loi numéro 14. Soyez un faux ami et un vrai espion. Tout savoir de son rival est indispensable. Vous prendrez un avantage inestimable en posant des espions qui vous communiquent des informations précieuses. Mieux encore, espionnez vous-même. Dans les réunions mondaines, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Par des questions interdites, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Alors l'art de l'espionnage, ça me fait penser au gars qui avait créé Walmart. Le gars qui a fait Walmart, lui, il allait chez ses concurrents, il mettait sa casquette et tout, lunettes et tout, il se cachait et tout. Et lui, il allait espionner ses concurrents, il cherchait les failles et tout, et quand il savait les failles, il les utilisait pour pouvoir détruire en fait ses concurrents, et c'est ça qu'il a propulsé en avant. Bon, après ça, c'est une loi, faut aimer. C'est pas une loi personnellement que j'appliquerais. Moi, je préfère rester sur mes objectifs que de vouloir carrément espionner le concurrent pour savoir comment le détruire. Mais il y en a d'autres qui le font. Parce que moi, j'ai déjà subi ça X fois, les gens qui font ça. Bon, moi, c'est moins mon truc. Hein. De passer mon temps à vouloir à chercher les faiblesses. Si je fais quelque chose, c'est toujours été à la base parce que je le vois moi-même et pas parce que je le vois comme une faille de l'ennemi. Alors à la limite, l'ennemi, je m'en fous. Le concurrent, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'arrive à mes objectifs ou pas. Mais c'est justement un de mes défauts aussi, c'est que ce point-là est très intéressant, c'est d'espionner ses ennemis et de trouver leurs faiblesses pour pouvoir les écraser. Loi numéro 15. Écraser complètement l'ennemi. Tous les grands chefs depuis Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Parfois, ils l'ont appris à leur dépens. S'il subsiste ne serait-ce qu'une faible braise, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant complètement votre ennemi. Ce dernier se remettra et se cherchera à se venger. Écrasez-le non seulement physiquement, mais aussi en esprit. Donc ça, c'est par contre une loi qui est assez dure à faire parce que bon, à l'époque, c'était simple. Hein. Le gars, il était votre ennemi. Bon, vous le tuez. Hein. Il était pendu, il était machin. Il est passé à la guillotine là, ou je sais pas quoi. Hein. Dans certaines histoires qu'il raconte, je sais plus qu'est-ce qu'il racontait à ce niveau dans cette loi. Faudrait que je relise. Mais voilà, bon, la loi disait à l'époque, voilà, il fallait vraiment tuer le gars si vous le tuez pas.
il va forcément revenir. C'est assez logique. Bon, maintenant, de nos jours, c'est plus compliqué à faire. Parce que effectivement, si votre concurrent, vous n'arrivez pas à le détruire complètement, il y a des chances qu'il revienne dessus. Si le projet lui tenait à cœur, il va forcément revenir à un moment ou un autre plus fort et tout. Donc maintenant, la question, comment on peut vraiment le détruire de nos jours, c'est une bonne question. Mais en tout cas, la loi, elle est assez juste. Si vous arrivez à faire en sorte que votre concurrent ne peut plus revenir pour une raison ou pour une autre, c'est mieux. Parce qu'il y a grande chance qu'il revienne. Si le truc lui tenait vraiment à cœur, que c'était quelque chose qu'il a fait par passion. D'ailleurs, la plupart des gens font cette erreur. Ils créent leur entreprise par passion. C'est assez normal, au lieu de se concentrer sur le besoin. Mais on se doute bien que si c'était leur passion, ils vont forcément revenir à un moment ou à un autre. Parce qu'ils veulent faire ça. Peut-être ils n'ont pas le pouvoir à un moment, peut-être ils auront plus de pouvoir après, ils vont revenir automatiquement. Donc il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'ils ne puissent pas revenir. Donc vous devez mettre des barrières en fait. Loi numéro 16. Faites-vous désirer. Tout ce qui est rare est cher. Plus on se fait voir, plus on se fait entendre, et plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous un certain temps et on parlera de vous davantage. Vous serez même plus admiré. Pratiquez l'absence. La rareté augmentera votre valeur. Donc là, c'est une loi assez simple à faire et c'est tout à fait vrai. Vous pouvez y faire attention. Quand vous allez à une fête, X ou Y, et qu'il y a quelqu'un qui est absent, il y a automatiquement les gens qui vont parler de cette personne parce qu'elle est absente. Donc c'est une loi, on peut très facilement la vérifier que effectivement ça marche. Donc vous pouvez faire ça volontairement, de temps en temps, vous dire d'être absent. Et les gens, ils vont automatiquement parler de vous parce que vous n'êtes pas là et que c'est pas normal que vous n'êtes pas là. En temps normal, vous devez être là. Je sais pas, vous avez un hobby X ou Y. Peut-être, je sais pas, des échecs, du piano, ou je sais pas quoi. Et vous êtes d'habitude là. Et tout d'un coup, ça vous arrive d'être pas là. Et bien les gens ils vont parler de vous. Ça va donc augmenter votre pouvoir. Parce que normalement, vous étiez habituellement là et vous n'êtes pas là, donc ils vont se poser la question. Si maintenant, même pour une fête, genre Noël, Pâques, etc., vous avez une fête de famille et vous n'êtes pas là, automatiquement, votre famille va parler de pourquoi vous n'êtes pas là. Les gens, ils auront toujours cette erreur de parler des absents, or qu'il ne faut pas le faire pourtant. Hein. C'est une mauvaise chose, hein, selon Stéphane Covey, hein, dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il dit bien, il ne faut pas parler des absents. Donc là, on vous dit de volontairement de faire de ne pas être là pour pouvoir que les gens parlent de vous parce que ça vous donnera du pouvoir, c'est tout à fait juste. Hein. Loi numéro 17. Soyez imprévisible. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens. Ils s'épuisent à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Donc, ça c'est encore une loi qui est très intéressante. N'hésitez pas donc à aller au sens opposé. Quand les gars ils pensent qu'ils vous ont cerné, vous cherchez à faire quelque chose de totalement différent, à l'opposé autre, et les gars, du coup, il n'arrivera plus rien à comprendre. Et ça, effectivement, ça me donnera à nouveau du pouvoir. C'est pas mal comme loi, j'aime bien. Donc, il y a pas mal de ces lois personnellement, moi, je suis pour les mettre en pratique. Certaines, j'ai déjà essayé en partie. Je continue, c'est bien à essayer, de voir ce que ça donne. Et d'autres, je ne le mettrai pas, effectivement, parce que je trouve que c'est un peu trop abusé. Mais la plupart, en fait, ça reste quand même relativement pas ça, mais c'est normal, vous n'avez pas trop le choix de le faire, même si c'est pas forcément ce que l'autre il voudrait à 100%, mais vous pouvez pas faire à 100% ce que l'autre il veut. De toute manière, pourquoi vous le ferez? Lui, il est égocentrique, donc pourquoi vous, de votre côté, vous n'avez pas le droit de l'être aussi? Voilà. Loi numéro 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr. Mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler. Trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Donc là, ce qui conseille, bon, c'est assez clair. Ne restez pas chez vous. Sortez, faites des nouvelles trucs. Ça vous donnera plus de pouvoir. Loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Il y a des gens bien différents de par le monde. Tous ne réagissent pas de la même manière. Certains, lorsqu'ils sont trompés ou manipulés, passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et adversaires. Ne malmenez pas n'importe qui. Alors ça, c'est effectivement, encore une fois, un truc qui est assez
tout à fait vrai. Il y a des gens qui sont extrêmement bornés. À partir du moment où vous avez fait quelque chose de vraiment grave, vous est sûrement arrivé des fois de faire une erreur et que le gars ne vous lâche vraiment plus. Ça arrive de temps en temps et ça c'est effectivement assez problématique. Alors l'histoire d'ailleurs dans le livre, je me rappelle cette histoire, je crois qu'il avait un ranch. L'histoire qu'ils avaient mis comme exemple, enfin c'est des exemples de cas réels qui étaient vrais. Et le gars, c'était un gang, je crois quelque chose comme ça, qui avait volé, qui avait manipulé la personne pour gagner tant et tant d'argent. Et le gars, il a pu lâcher, il a couru après l'autre et il a tout perdu. Il a perdu son ranch, sa femme, etc. Et il n'a pas lâché, juste qu'il a réussi à retrouver tous les types et qu'importe dans le monde où ils étaient, il allait leur courir après. J'étais bluffé, j'ai dit le gars, il est complètement timbré quoi. Il a rien voulu lâcher, il a préféré tout perdre par vengeance parce qu'il s'est fait manipuler que de dire bon ok je laisse tomber, je préfère avoir perdu ce temps et tant de gains et de me concentrer sur continuer d'augmenter ma richesse et de pouvoir vivre pour moi et ma famille. Ben lui, il a fait carrément l'inverse, il est complètement timbré. Il est tellement fixé sur sa vengeance qu'il leur a couru après les types qui les a arnaqués et il a tout perdu quoi. Bon, il a eu tous les types, hein. Mais dans l'histoire, je trouvais ça vraiment incroyable et en fait stupide de l'autre côté quoi. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir dans cette leçon, dans cette loi, c'est de faire gaffe. Certaines personnes vont plus vous lâcher et ils préféreront tout perdre que se dire bon ok je préfère, bon j'ai fait une erreur, je me suis fait avoir, bon je passe à autre chose, je me ferai pas avoir une deuxième fois et je continue d'avancer. Au lieu de ça, le gars il est resté sur son passé et tac il voulait à tout prix faire justice genre et il a tout perdu à cause de ça, hein. D'ailleurs la justice c'est un truc qu'il faut pas faire. Moi à la base j'étais toujours justice sur les choses et tout, mais en fait le monde ne marche pas pour la justice, il marche pas du tout pour la justice en fait le monde. Les gens ils pensent comme dit à leur propre intérêt, ils s'en foutent que ce qui est juste ou pas. Ce qu'ils pensent, c'est à leur intérêt. Quand on voyait un truc genre travailler dur, je parlais avec la loi, quand on vous disait travailler dur mais recruter les lauriers. Il y a des gens qui travaillent dur, ils vont se faire voler par d'autres. Et c'est l'autre qui va tout gagner dans l'histoire, alors que c'est vous qui avez travaillé. Mais ça, je parle pas du fait quand vous avez accepté de travailler pour lui. Quand on est salarié, quand on a été payé parce qu'on a fait une prestation de service à un type, etc. On a dit genre donc pour reprendre le livre qu'on a écrit, un livre qu'on a écrit c'est le nom d'un autre, et ben il y a des trucs, oui, ce n'est pas juste que la personne qui n'a pas écrit le livre s'en met plein les poches et vous presque rien, mais le truc c'est comme ça, le monde il marchera pas sur la justice, donc c'est pas la peine de rester bloqué sur la justice. Moi c'était un truc que j'avais beaucoup de mal à passer et puis aujourd'hui bon voilà c'est comme ça, j'ai réussi à me dire bon voilà, en continuant de vouloir que tout soit juste, honnêteté, etc., le problème, c'est que vous nuisez à vous-même et forcément à votre entourage, etc. Vous devez en fait appliquer comment le système il marche, ce que les gens ils veulent. Vous ne pouvez pas faire autrement, même si c'est pas correct. Vous êtes contraint, et pour moi c'est pareil, c'est clair pour tout le monde, on est tous contraints d'appliquer ce que les autres ils veulent, comment le système il va fonctionner. Si vous allez à l'encontre de ça, en fait vous créez du tort. Vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez. Vous obtenez d'autres résultats qui ne seront pas bons. Donc la justice, il faut vraiment laisser tomber. Ne prenez pas parti. Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même de votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous. Dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. Donc ça, loi numéro 20, effectivement, cherchez à créer votre propre communauté. Ne cherchez pas à suivre celle-là de X ou Y. Il faut que vous créez votre propre truc. Alors, vous ne pouvez pas le faire forcément à 100%, ça c'est sûr. Mais en tout cas, selon les cas, notamment dans le cas où vous voulez faire votre argent, il va falloir plutôt créer votre propre communauté que suivre celle des autres. En suivant les communautés des autres, c'est pas vous qui allez vous enrichir, ce sera l'autre. Donc c'est encore un truc à comprendre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui créent, moi je vois beaucoup de gens qui créent de plus en plus des Discord, etc. Ils créent leur propre truc. Au lieu de suivre celui-là d'un autre, ils vont créer leur propre système. On va passer à la suite. Loi numéro 21. Un sot et demi. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème.
Faites en sorte que ceux que vous visez se croient intelligents, et surtout plus intelligents que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et se méfieront pas de vos agissements. Donc ça, c'est effectivement un truc très intelligent, hein, on va le dire. C'est laisser croire que l'autre vous est supérieur. Donc, ça revient un peu sur la loi numéro 1. Laissez-le croire qu'il vous est supérieur et comme ça, vous pouvez faire vos actions tranquillement. Si c'est vous qui êtes trop mis en avant, il va se méfier de vous et ça va vous causer des problèmes. Alors, autant le laisser croire qu'il est au-dessus, c'est pas plus mal. Souvent, on fait l'inverse parce qu'on a un problème d'ego. Oui, on est meilleur que l'autre et tout. Mais en réalité, non. Laissez-le croire ce qu'il veut. Vous en foutez. Ce qui compte, c'est est-ce que vous pouvez obtenir le résultat que vous voulez de cette manière. Et si ça vous permet d'atteindre les résultats que vous voulez de cette manière en laissant l'autre lui faire croire qu'il est supérieur, alors laissez-le. Le but, c'est est-ce que ça vous permet d'atteindre votre objectif. Capitulez à temps. Quand vous avez le dessous, ne continuez pas pour l'honneur. Rendez-vous. La capitulation. Ah, le dessous. J'étais en train de me dire. Quand vous avez le dessous, ne continuez pas pour l'honneur. Rendez-vous. La capitulation vous donne le temps de vous refaire une santé, le temps de tourmenter et d'irriter votre vainqueur, le temps d'atteindre que son pouvoir périclite. Ne laissez pas la satisfaction de la victoire. Ici le drapeau blanc. En tendant l'autre joue, vous le rendrez furieux et le déstabiliserez. Faites de la capitulation un outil de pouvoir. Donc ça c'est une loi qui est bien ou pas, parce que si on fait attention à l'autre loi qui disait écraser complètement l'ennemi, normalement, bon bien sûr c'est une question de conscience, normalement si vous capitulez avec un drapeau blanc et que vous savez que l'autre applique cette fameuse loi d'écraser complètement l'ennemi, le drapeau blanc ne servira à rien. Mais dans la majorité des cas, ça se passera très bien parce que le gars, il a une conscience et qui va prendre en compte le fait que vous avez montré un drapeau blanc à partir du moment où vous avez perdu. Ça vous laissera effectivement le temps de vous préparer et de pouvoir le réattaquer de nouveau après quand vous avez le pouvoir et de l'écraser en sens inverse. Et vraiment, donc d'appliquer, vous, à contrario à lui, d'appliquer la loi numéro 15 et de l'écraser complètement. Hein, par moment, vous êtes obligé d'admettre que vous n'êtes pas assez fort, vous essayez le drapeau blanc, et quand vous mettrez votre stratégie pour pouvoir le rattaquer et après le détruire. Pas faire la même erreur que lui. Loi numéro 23, concentrez vos forces. Économisez vos forces et votre énergie en les gardant concentrées à leur niveau le plus élevé. On gagne plus en exploitant un filon riche et profond qu'en faisant de l'orpaillage. L'intensif l'emporte toujours sur l'excessif. Quand on recherche des sources de pouvoir pour s'élever, il faut se trouver un maître de poids, une laitière bien grasse qui donnera du lait longtemps. Ouais, c'est un peu la même chose que la poule aux œufs d'or. Hein. Si vous tuez la poule, ça va pas continuer. Par contre, si vous gardez la poule, elle va continuer de vous pondre des œufs d'or. Donc c'est la même chose que la vache. Hein. Loi numéro 24. Soyez un courtisan modèle. Le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu de politique. Il doit maîtriser l'art du flou, flatter, s'abaisser devant les grands et s'exercer son pouvoir sur les autres de manière aussi courtoise que discrète. Apprenez et appliquez les lois de la cour, et votre ascension ne connaîtra pas de limite. Ok. Alors là, j'ai pas trop de trucs à dire. Donc le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu politique. Il doit maîtriser l'art de flou, flatter, s'abaisser devant les grands et s'exercer son pouvoir sur les autres de manière aussi courtoise que discrète. Apprenez à appliquer les lois de la cour, et votre ascension ne connaîtra pas de limite. Ok, donc là on est sur la persuasion. Changez de peau. N'incarnez pas les clichés que la société vous impose. Forgez-vous une nouvelle identité qui existe l'intention et n'ennuie jamais l'auditoire. Soyez maître de votre image. Ne laissez pas les autres la définir pour vous. Posez publiquement des actes spectaculaires. Votre pouvoir en sera rehaussé et votre personnalité prendra la stature. Soyez maître de votre image, ne laissez pas les autres les définir pour vous. Posez publiquement des actes spectaculaires. En pensant d'actes spectaculaires, il y a un très bon exemple d'actes spectaculaires, c'est genre pour les gens qui avaient vu genre Terminator 2. Hein. Moi j'ai lu je pense à ça parce que j'avais lu la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Et il avait un truc qui m'avait vachement surpris dans le film, c'est qu'à un moment, il roule sur la moto, et il avait son fusil.
et à un moment, il le recharge avec une seule main. Et j'ai trouvé ça vraiment bluffant, donc spectaculaire, un acte spectaculaire qui m'a bien marqué. Et en fait, ça, c'est un truc qui correspond bien à ce point, donc de poser un acte spectaculaire. Et je pensais donc à ça, vu que je l'avais aussi lu donc dans la biographie d'Archanel, il a expliqué comment il a fait. Il a mis des semaines à le faire. D'abord, il le faisait sans la moto. Après, il fallait qu'il le refasse sur la moto, pouvoir tirer sur le portail, etc. Et ça, ça coûtait beaucoup de travail. Mais par contre, ça a donné un sacré pouvoir. Ça l'a mis vachement à fond en avant. Hein, parce que je pense que ça a marqué beaucoup de gens, pas que moi-même. Hein, c'était quand même vraiment, vraiment très fort. Et donc, ouais, ça, si vous faites quelque chose de ce type, forcément, vous allez gagner en pouvoir. Si vous faites quelque chose qui paraît genre impossible, dans ce genre de truc, forcément, les gens, ils vont vous regarder. Ensuite, loi numéro 26. Gardez les mains propres. Soyez un paragon de la prohibité et de civisme. Ne vous abaissez jamais à aucune gaffe ni magouille. Restez au-dessus de tout soupçon. Utilisez plutôt les autres comme bouc émissaire ou chargez-les de tirer à votre place les marrons du feu. Donc là, effectivement, si vous devez faire des actes qui ne sont pas très sains, n'hésitez pas à laisser les faire les autres. Ne vous mouillez pas vous-même, comme ça, vous êtes... Ok. Bon, ça, c'est pas une loi que j'appliquerai personnellement. Hein. Loi numéro 27, créer une mystique. Les êtres humains ont un irrésistible besoin de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en leur offrant une cause à soutenir, une nouvelle foi à suivre. Vos paroles doivent être vagues, mais pleines de promesses. Mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir. Demandez-leur des sacrifices. En l'absence d'une religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un inestimable pouvoir. Alors ça, c'est tout à fait clair. Hein. Ça, ça existe depuis des siècles. Toutes les religions et tout, ce sont des genres de sectes. Et c'est exactement cette loi. Hein. C'est créer une cause, un truc pour quel cas les gens ils vont suivre. C'est vachement puissant. Après, il faut quand même être doué pour mettre quelque chose en pratique comme ça. Mais par contre, c'est clair que si vous voulez du pouvoir, ça, c'est vraiment très bon. Loi numéro 28. Faites preuve d'audace. Si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux. Personne n'honore le timoré. Bon, je pense que là, c'est un peu clair. Agissez. Hein. Ne vous lancez pas, vos doutes et vos hésitations entravent son exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut faire faire preuve d'audace. Ouais. Ok, mettre l'audace en pratique, hein, soyez audacieux. Ok. Ensuite, loi numéro 30. N'ayez jamais l'air de forcer. Vos actes doivent paraître naturels et exécutés. Avec aisance. Cachez la sueur et le sang qui vous ont coûté. Et taisez les trouvailles géniales qui vous ont simplifié la tâche. Donnez l'impression d'agir toujours en souplesse, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Si vous avez l'air de ployer sous les faits, les gens se poseront des questions. Car vos trucs qui insistent, gardez-les pour vous. On pourrait les utiliser à votre désavantage. Donc là, vous faites la même chose que Houdini. Vous ne révélez pas vos trucs. Hein. Vous les cachez et c'est ça vous donne un sacré pouvoir. Hein. Offrez le choix Charib ou Cilia. Les meilleures supercheries sont celles qui semblent laisser le choix à la victime. Elle a l'impression qu'elle maîtrise la situation alors qu'elle est une marionnette entre vos mains. Proposez des alternatives qui joueront en votre faveur, quelle que soit l'issue. Forcez les gens à faire les choix entre deux mots servant tous les deux vos desseins. Ils seront pris de quelque côté qu'ils se tourneront. Donc ça, effectivement, c'est bien. Si vous leur proposez plusieurs choix et que ça correspond chaque fois à votre avantage, c'est mieux. D'ailleurs, il y a aussi un truc sur les histoires de choix qui est intéressant. Ça vient d'un autre livre que je trouvais très intéressant. C'est quand vous proposez trois choix, en fait, il ne faut pas proposer plus de 3 choix. Et vous mettez le choix que vous voulez le plus, vous le mettez au milieu. Donc là, si vous respectez cette loi, ce serait que les 3 choix sont bons pour vous. Mais mettez la plus intéressante au milieu. Vous n'en choisissez que 3, vous mettez la plus intéressante au milieu. La plupart des gens, ils vont choisir la moyenne. Et ils prendront l'offre du milieu et pas les deux autres. Touchez l'imagination.
On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante. Ne rappelez jamais la réalité, sous peine d'avoir à affronter la colère. Fille de la déception, la vie est si dure et si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles histoires sont tels des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers eux. C'est un grand pouvoir que de savoir exploiter l'imagination des masses. Donc là, effectivement, nous dites seulement ce qui est positif, qui est bon pour la personne, et tout le reste, vous l'effacez. Même si vous en rappelez, là, vous pouvez l'effacer de vous-même. N'hésitez pas à vous le dire quand vous avez une image genre négative. Eh ben, n'hésitez pas à la réduire. Là, j'expliquerai ce genre de choses dans un nouveau livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est pour ça que j'ai bien ça en tête. L'histoire des images qui sont à gauche, à droite, en bas, en haut. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sous le livre qui correspond. Comment détruire les mauvaises images pour avoir seulement les bonnes images. Vous devez parler que des bonnes images, des bons trucs. Donc, éliminer les anciennes et appliquer cette loi. Appliquer ce qui est bon pour les gens. Les gens, ils pensent qu'à leur intérêt. Donc, c'est tout à fait ça. Ne rappelez pas les mauvaises choses, quoi. Trouvez le talent d'Achille. Tout le monde a un point faible, une fissure dans le rempart de sa personnalité, un sentiment d'insécurité, une émotion incontrôlable, un besoin criant, voire un péché mignon. Quelle que soit cette faiblesse, c'est un talent d'Achille sur lequel vous pourriez agir à votre avantage, lorsque vous l'aurez découvert. Donc là, ce qu'on comprend, étudiez bien la personne, trouvez son point faible. Et après, appliquez. Loi numéro 34. Soyez royal. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. La vulgarité et la banalité n'inspirent nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. Ok, attendez voir. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. La vulgarité et la banalité n'inspirent nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. Donc là, il y a un bon truc, ça commence déjà par votre état d'esprit. Si vous devez vous montrer royal, dans votre tête, vous devez penser être royal. Hein. N'hésitez pas à vous voir comme un roi ou quelqu'un d'important. Plus vous vous dites, vous êtes un homme important, vous êtes un homme riche, vous êtes un homme je sais pas quoi, plus vous allez prendre des postures qui vont vous mettre comme si vous étiez quelqu'un de vraiment important. Même si vous n'êtes pas sur le moment présent. Et automatiquement, ça, en fait, ça va jouer sur les autres qui vont vous vouloir aussi. Si vous êtes quelqu'un de rabaissé, les gens, ils vont vous fuir. Par contre, si vous êtes quelqu'un de bien tenu, bien droit, qui est capable de bien regarder les gens dans les yeux, etc., vous allez montrer quelqu'un de royal, quelqu'un de puissant. Loi numéro 35, maîtrisez le temps. Ne vous pressez jamais, la précipitation trahit un manque de sang-froid. Soyez patient, chaque chose vient à son heure. Attendez le bon moment, flairez l'air du temps, les tendances qui vous porteront au pouvoir. Restez en garde, tout tant que l'heure n'est pas venue et porter les stockades à point nommé. Ok, donc là, pas se presser, la précipitation trahit un manque de sang-froid. Soyez patient, chaque chose vient à son heure. Attendez le bon moment, flairez l'air du temps, les tendances qui vous porteront au pouvoir. Donc effectivement, à un moment, il y a des moments où c'est pas le bon moment d'agir. Il faudra être patient. C'est pas facile. Il y a d'autres moments où c'est l'inverse, où il faut vraiment agir parce que vous n'êtes pas tout seul. Mais dans certains cas, il faut aussi agir, attendre. Que les circonstances, c'est bon, qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous dit, ouais, vous pouvez agir. Si vous forcez, ça va pas se passer comme vous voulez et vous allez louper le truc que vous voulez. Il y a des fois où vous êtes obligé d'attendre. Loi numéro 38, maîtrisez les contrariétés. En vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Prêtez attention à un ennemi, le renforce. À vouloir réparer une erreur minuscule, on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le par le mépris. Moins vous vous montrez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Donc ça, c'est un bon truc à faire. Votre concurrent, ignorez-le. Et plus vous allez vous montrer en puissance. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup plus pour ça depuis assez longtemps maintenant, notamment à cause des erreurs que j'ai fait dans le passé. Moi, ça m'intéresse pas de perdre du temps avec ça. Je porte pas d'intérêt actuellement du tout aux concurrents. Je préfère me concentrer sur mes propres trucs et ça, c'est une bonne chose à faire parce que ça montre qu'il est inférieur. Plus vous portez d'intention un truc, plus ça donnera l'impression aux gens qu'il vous est supérieur.
C'est un peu le truc entre pourquoi Apple était inférieur à un moment à Microsoft. D'abord, ils étaient au-dessus, après, ils étaient en dessous, etc. Alors, en fait, c'est à cause de. C'est ce point principal. Apple, ils regardaient leur propre truc au lieu de copier. Alors que Microsoft faisait l'inverse et copiait. Et du coup, Apple était passé au-dessus à une période à cause de ça. Bon, après, ça a rechangé. Mais puis c'est de nouveau changé entre temps. Mais selon les périodes, c'était ça. Hein. Pour ceux qui auraient pas lu le livre de Steve Jobs, vous pouvez le lire. Il y a des explications. On sait à quel moment, une fois c'était un qui est dessus, l'autre était en dessous. Mais Steve Jobs, il cherchait pas complètement à copier. Il cherchait pas à copier Microsoft. Comparé au sens inverse. Bon, après, il copiait aussi beaucoup de choses. Lui, il a adoré comprendre quand même des choses d'environnement totalement ailleurs et après les améliorer, surtout quand c'était mis aux oubliettes, pas quand c'est mis en avant. Hein. Il mettait des choses comme la tablette, etc. Et il a repris ça parce que à l'époque, ça n'avait pas marché. Donc, il avait une occasion de refaire ça en mieux et de mettre en avant. Si le truc qui marche, c'est pas la peine de se lancer de ça. C'est ça la différence. C'est que ouais, vous allez reprendre des trucs, mais des trucs qui n'avaient pas fonctionné. Et si vous trouvez le truc pour que ça fonctionne, faire les changements que ça fonctionne, vous améliorez, bah, c'est vous qui allez recruter les lauriers sans faire tout à 100%. D'ailleurs, la plupart des choses, c'est jamais à 100%, c'est toujours basé quelque part. C'est soit les gens ne les veulent pas ou refusent de le voir, mais en fait, il n'y a rien à inventer à 100%. Quoi. Quand on parle d'innovation, il y a toujours une base, quelque chose qui a déjà été fait au départ, c'est pas 100% nouveau. Quoi. Ensuite, on a loi numéro 37. Jouer sur le visuel. Le recours à des images frappantes et à des gestes symboliques forts crée une aura de pouvoir. Tout le monde est sensible. Mettez-vous en scène. Choisissez des symboles visuels impressionnants qui grandissent votre présence, ébloui par l'apparence. Nul ne prête attention à ce que vous faites réellement. Ok. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit là-dessus. C'est bien pour ça que c'est tellement intéressant de s'intéresser au truc de mémoire. Hein. Pour rappel, vous trouvez la vidéo en description parce que quand vous lisez un livre, vous avez tendance à re-oublier, sauf si vous appliquez les fameux secrets de la mémoire photographique. On a tendance à oublier des choses et c'est pour ça que moi je commence à faire de plus en plus ça. Même si je me rends aussi beaucoup de notes de tickets, j'aime bien mettre des notes de tickets que je puisse revoir, mais c'est pas suffisant. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la mémoire. Parce que comme ça, je me rappelle pas l'histoire sur le moment. Loi numéro 38. Pensez librement, parlez sobrement. Si vous affichez des opinions à contre-courant, à ton conformiste ou peu orthodoxe, on pensera que vous croyez plus malin que les autres et que vous les prenez de haut. Et on cherchera à vous en faire passer l'envie. Mieux vaut se fondre dans la masse. Ne partagez vos idées qu'avec des amis tolérants et sûrs qui apprécient votre originalité. Ah, ça c'est tout à fait vrai. Les gens, ne leur dites jamais, laissez-les toujours croire qu'ils sont plus intelligents. Hein, on revient sur une autre loi. Ne cherchez pas à aller forcément à leur dire le sens inverse parce que tu vois, les gens ne vont pas comprendre et ils ne vont pas apprécier si vous agissez comme si vous étiez supérieur. C'est possible que c'est vraiment vrai le cas, mais le problème c'est qu'en fait ça fait des histoires. Donc autant les laisser croire ce qu'ils veulent, vous ne prenez en fait pas partie de la cause en fait, ou alors vous faites croire que vous êtes dans un truc, c'est un cul, mais qu'en réalité, voilà, vous allez suivre votre propre truc. Loi 39, exaspérer l'ennemi. La colère est stratégiquement contre-productive. Il faut toujours garder son calme et rester objectif. Si l'on veut mettre son ennemi en colère tout en conservant son sang-froid, on prend sur lui un avantage décisif. Déstabilisez votre adversaire. Trouvez en lui la faille qui le fera sortir de ses gonds. Donc ça, c'est effectivement un point aussi très intéressant. Il ne faut pas se gêner. Si vous trouvez son point faible, ben utilisez-le quoi. Loi numéro 40. Alors, il en reste 8, hein, c'est jusqu'à 48. Donc, on va continuer. Hein, je pense que je vais tout faire, mais ça fera un peu plus d'une heure. Loi numéro 40. N'hésitez pas à payer le prix. Ce qui est gratuit est suspect. Cela cache soit un piège, soit une obligation. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. Le juste prix acquitté. Vous ne demeurez l'obligé de personne. Et ce qui ne soit pas question de rabais. On ne lésine pas quand il est question d'excellence. Soyez prodigue avec discernement, la générosité et un signe et un aimant du pouvoir. Donc effectivement, plus vous payez cher, plus vous avez de chances que le truc il est de qualité. Moins c'est cher ou gratuit, plus vous avez de chances que c'est pas d'aussi bonne qualité ou du moins que c'est pas complet. Hein. L'exemple, pour être honnête avec vous, moi j'ai fait une vidéo gratuite
sur les bases du mémoire photographique. Du coup, c'est très clair. Ce sont les bases, c'est pas la totalité. Vous avez une partie gratuitement qui va vous donner des trucs et astuces qui marchent réellement, c'est vrai. Donc, c'est quelque chose qui a de la valeur. Mais par contre, c'est pas 100% non plus tout le système. C'est pour ça, quand vous voulez tout le système, bah, il va falloir payer le prix. C'est tout à fait normal, donc des fois, il ne faut pas hésiter à payer cher, parce que quand vous payez cher, vous avez vraiment un truc complet, ou du moins quasiment. Si vous respectez une des autres lois, il ne faut pas tout dire. Mais certains le font, de tout donner, bon, tant pis pour eux, et d'autres ne le feront pas. Mais en tout cas, bon, il faut de toute manière payer le prix dans tous les cas. Si vous voulez avoir un maximum, il faut payer le prix. Et plus vous payez cher, plus vous en saurez plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Plus vous payez cher, et mieux, et plus ce sera de qualité. Hein. Souvent, certains, les gens, ils sont tellement fixés au sens opposé. Ouais, il faut que ce soit le moins cher possible. Mais quand c'est le moins cher possible, la qualité, elle diminue aussi. Or qu'au contraire, plus c'est haut, mieux c'est de meilleure qualité, mieux c'est quoi. Donc, si vous voulez un meilleur truc, une meilleure vue, etc., vous devez trouver le moyen d'augmenter vos revenus pour pouvoir acheter des trucs de qualité au lieu d'acheter des trucs de basse qualité. La bataille du prix le plus bas possible, c'est franchement du n'importe quoi. Ça devient des trucs de mauvaise qualité de plus en plus, quoi. Au lieu d'avoir de la bonne qualité, quoi. Loi numéro 41. Ne succédez à personne. Le premier arrivé paraît toujours plus éclatant et plus original que celui qui prend sa fuite. Si vous succédez à un grand homme ou que vous avez un parent célèbre, vous aurez à en faire 2 fois plus pour l'éclipser. Ne vous perdez pas dans son ombre. Ne vous identifiez pas à un passé qui n'est pas le vôtre. Affirmez votre nom et votre identité en changeant radicalement de trajectoire. Tuez le père dominateur, jetez son legs aux orties et établissez son pouvoir en brillant à votre façon. Donc effectivement, ça c'est un des rares désavantages des gens qui sont issus d'une personne connue, c'est qu'ils sont dans l'ombre de la personne qui est connue et qui effectivement ils vont devoir faire plus de travail pour éliminer la personne qui était connue. Et c'est leurs parents qui étaient connus, c'est pas facile. Moi, c'est pas du tout ma situation, donc facile d'être au-dessus de mes parents sans problème. Hein, je suis déjà de toute manière. Mais voilà, il y a certaines personnes qui sont issues de personnes riches, qui sont très connues, et pour eux, effectivement, si on se met dans leur posture à eux, effectivement, ils ont besoin de faire beaucoup plus, en fait, pour effacer le nom de leurs parents, quoi. C'est quelque chose qui est un problème. Mais il faut bien pas se cacher derrière. Si vous vous cachez derrière, c'est effectivement bête, parce que vous allez être toujours alors dans l'ombre. Au contraire, il va falloir les surpasser, hein. Si vous êtes dans cette situation, je pense pas, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, si vous êtes dans cette situation, il ne faut pas vous servir de nom de votre parent ou de votre, je sais pas, vous avez peut-être un oncle, une tante qui est connue, et les gens vont se référencer à ça, et ben il va falloir tout faire, travailler 2 fois plus pour passer au-dessus, hein, il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est normal. Loi numéro 42, éliminer l'agitateur. Souvent, un problème de groupe est lié à un seul fauteur de trouble, un arrogant sous-fifre promu empêcheur de tourner en rond. Si vous lui laissez les moyens de nuire, les autres succomberont à son influence. N'attendez pas que les problèmes créés par un élément récalcitrant se multiplient et n'essayez pas de négocier avec lui. Il est incorrigible. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant. Décapitez la bande et vous en reprenez le contrôle. Donc effectivement, ça c'est toujours le truc de base, même dans le cas où c'est vous qui êtes le pouvoir du groupe. Si vous avez un perturbateur, vous devez l'éliminer. Et quand vous avez un groupe que vous voulez conquérir, c'est pareil. Si vous éliminez la tête, ben vous conquérez automatiquement le groupe. Parce que si vous n'éliminez pas le fameux sous-fifre, c'est vous qui avez la tête coupée, quoi. C'est pas lui. Donc c'est à vous de vous en débarrasser le plus vite quand vous avez un type dans votre groupe comme ça, il faut l'enlever, hein. Ouais, c'est pas facile, c'est pas cool, mais en fait, si vous le faites pas, c'est vous qui allez vous mettre dans la merde, quoi. Il faut à tout prix l'enlever quand vous avez quelqu'un comme ça. Il faut d'abord trouver qui c'est et après l'enlever. Parce que des fois, vous ne savez pas forcément qui c'est au départ. Mais en tout cas, quand il y a quelqu'un comme ça, il faut l'enlever. Parlez au cœur et aux esprits. La coercition pure peut se retourner contre vous. Séduisez plutôt donner envie d'aller dans votre sens. Celui que vous avez séduit deviendra votre marionnette. Et pour séduire, il faut agir sur la psychologie de chacun. Exploiter ses faiblesses. Assouplissez le rebelle en misant sur ses affects, en jouant sur ce qu'il craint et à ce à quoi il tient. Si vous négligez le cœur de l'esprit des autres, vous ferez haïr. Donc ouais, la psychologie, bon, c'est clairement la
les systèmes de persuasion, de manipulation, etc. Loi numéro 44, singer l'ennemi. Un miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil par l'excellence de l'illusionniste lorsque vous faites le miroir de vos ennemis en minant leurs moindres gestes, cela les égare. Les effets du miroir les humilient, les exaspèrent et les fait sortir de leur rond. En tentant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tenant un miroir à leur action, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent aux facéties du singe. Ok, alors, attends, on va relire une fois. Un miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil par l'excellence de l'illusionniste. Lorsque vous vous faites le miroir de vos ennemis en minant leurs moindres gestes, cela les égare. L'effet du miroir les humilie, les exaspère, et le fait de sortir de leur rond en tenant un miroir à leur psyché. Vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tentant un miroir à leur action, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent aux facéties du singe. Ok, bon ça c'est par contre une loi que j'aimerais bien relire. Loi 44. Loi 45. Appelez au changement, pas à la révolution. Le changement est salutaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais notre quotidien est pétri d'habitudes. Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à sa révolte. Si vous venez d'être intronisé à un poste de pouvoir ou que vous essayez d'en établir les bases, montrez bien que vous respectez les traditions. Si un changement est nécessaire, faites-le passer pour une légère amélioration du passé. Bon, ça, c'est un truc de base, effectivement, que les gens, ils détestent les changements. Moi, je vois ça souvent quand vous créez un site et après, vous changez le design du site. Les gars, ils ont l'habitude de ce site. Vous changez le design d'un site complètement. Les gens, ils détestent ça. Hein. Au départ, c'est très difficile. Donc, quand vous voulez faire des changements, il faut les faire progressivement parce que sinon, c'est un bordel. Hein. Il faut faire gaffe à ça. Loi numéro 47, ne soyez pas trop parfait. Paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux, mais le pire est de sembler n'avoir ni défaut ni faiblesse. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer de petits vices sans conséquence, afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humain. C'est plus accessible. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Donc effectivement, il n'y a pas de mal effectivement de laisser, de montrer quelques faiblesses, parce qu'effectivement sinon ça agace les autres. Hein. Même si vous êtes vraiment intelligent dans un domaine X ou autre, plus que les autres, ça donne pas de mal quand vous mettez un peu d'humilité, parce que sinon, effectivement, ça crée de la jalousie, etc. C'est pas bon. Loi numéro 47. Sachez vous arrêter. Le moment de la victoire est celui du plus grand péril. Dans l'euphorie de la réussite, un excès de confiance en vous peut vous pousser à dépasser le but que vous êtes fixé. N'allez pas trop loin, ou vous ferez plus d'ennemis que vous en avez vaincu. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace une bonne stratégie et une planification prudente. Fixez-vous un but et lorsque vous l'avez atteint, arrêtez-vous. Donc là, c'est un truc assez simple. Si vous avez un but dans un... on peut prendre les histoires de guerre, tout simplement. Les guerres, le gars, il conquérait un pays. Et quand il l'a conquéré, il continue un deuxième, un troisième, etc. Et on remarque dans l'histoire que puisqu'ils ont continué de vouloir aller plus loin, bon, au bout d'un moment, ça s'est retourné contre eux. Ils ont fini par être battus par l'autre. À un moment, effectivement, il faut se dire qu'il faut stopper. Une fois que vous avez conquéri ce que vous voulez, à un moment, vous vous arrêtez et vous pouvez continuer à vivre tranquillement. Bon, vous êtes un peu du coup dans la fameuse tour d'ivoire, mais quand vous continuez à aller trop loin aussi, ben, ça risque de se retourner contre vous. C'est un truc un peu pas si simple, mais on remarque bien dans l'histoire que, d'ailleurs, je ne sais plus quelle était non plus ici l'histoire. C'est pas aisé de tout retenir comme ça, à moins d'avoir fait les stratégies de mémoire. Ça se retourne contre vous. Hein. Si vous allez trop loin à conquérir, à un moment, il faut vous arrêter. Hein. Donc ça, c'est la loi qui est la loi 47. À un moment, voilà, il faut vous dire, si vous avez conquérir le monde, ne cherchez pas encore à conquérir Mars, Vénus et je sais pas quoi. Quand vous avez atteint votre objectif, vous arrêtez, quoi. Ça suffit, quoi. Loi 48, c'est la dernière. Soyez fluide. En relevant un plan gravé dans le roc, vous vous rendez vulnérable. Au lieu d'adopter des concours définis qui donneront prise à votre ennemi, restez adaptable et mobile. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable.
La meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau. Ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité, tout change. Donc voilà, ça c'est la dernière étape. De toute manière, pour cette loi, pour moi le truc est assez simple. C'est qu'est-ce que les gens veulent. Quand vous voulez créer une entreprise, vous avez peut-être, vous vous basez de base si vous avez lu des livres tels que L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco ou son autre livre, Non au script, vous avez très bien compris que qu'il faut se concentrer sur le besoin. Mais des fois, quand vous avez concentré sur un besoin, c'est peut-être pas réellement ça que les gens voulaient au final. Donc n'hésitez pas à changer. Ne restez pas bloqué là-dessus. Surtout que de toute manière, vos ennemis, vos concurrents, ils vont chercher automatiquement à placer une stratégie selon ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à changer. Si maintenant les gens ils préfèrent autre chose, suivez cette autre chose. Et ceux que les concurrents, ils n'arriveront pas à vraiment comprendre qu'est-ce que vous faites. De toute manière, le plus important, c'est de suivre ce que les gens ils veulent. Hein. Vous donnez aux gens ce qu'ils veulent. Quand vous résoudez les problèmes des gens, vous résoudez vos problèmes. Vous ne résoudez pas les problèmes des gens, vous ne résoudez pas vos problèmes. Donc voilà, c'était à peu près, c'est les 48 lois du bouquin. Donc ça, c'est toute la partie préface que je vous ai lue. Donc ça n'a rien à voir avec toutes les notes que j'ai mis. J'en ai mis en plus des notes, hein, comme d'hab. Hein. Je note plein de points pour revoir et tout. C'est écrit, c'est un livre très gros, hein, par contre, hein, je vous dis tout de suite, il est très gros et il est écrit en très petit. Hein. Vous voyez, c'est écrit très petit. C'est un livre donc relativement long à lire. J'ai trouvé très intéressant. C'est très sympa, cette histoire de reprendre des faits historiques et tout, et de tout expliquer. Je trouve bien. Mais comme dit, certaines lois, c'est quand même vraiment de la manipulation, c'est vraiment pas correct. Il y en a d'autres, ça passe. Bien sûr, quand je dis c'est vraiment pas correct, c'est seulement l'état d'esprit que j'ai moi sous mon moment présent. Chacun a un autre état d'esprit, a une autre perception des choses. Il y a certaines choses de loi que je n'acceptais pas du tout il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, non, j'ai plus le même état d'esprit que j'avais à un moment. Il y a des choses que j'accepte, même facilement, très facilement, alors que je ne les acceptais pas à une époque. Hein. Chacun a sa perception du truc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces lois-là vous permettront effectivement d'avoir du pouvoir et donc de pouvoir avancer, de pouvoir avoir la vie que vous voulez si vous appliquez une partie de ces lois. Hein. Donc à 100%, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, il y a certains trucs qui sont un petit peu contradictoires. Bien sûr, ça dépend en fait du profil. Hein. Il y a des lois qu'il ne faudra pas appliquer selon toutes les personnes. Comme dit, il y avait une loi, on a vu, qui disait, voilà, si vous faites ça, vous manipulez la personne, elle vous courra après jusqu'à la fin de sa vie, elle va vous détruire complètement, et quitte à tout perdre de son côté. Hein. C'est complètement stupide, mais il y a des gens qui vont raisonner de cette manière-là, uniquement parce qu'ils veulent la justice. Donc voilà, c'était ça pour ce livre, Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Je vous mets le lien en description pour ceux qui le veulent. Vous avez le lien en description hein, pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir l'acheter. Donc c'est un livre, je pense qu'il faut l'avoir au moins lu. Ça peut vous donner à réfléchir sur certaines lois et voir pour en appliquer. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais après, voilà, comme dit, certaines lois, c'est assez abusé. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, les trucs classiques. Hein, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça aide au référencement, à partager. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà lu ce livre, pour me dire qu'est-ce que vous en parlez, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet auteur? Vous avez peut-être lu un livre de cet auteur. Un autre, il en a écrit plusieurs. Bon, c'est le seul que j'ai lu de cet auteur. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, je suis toujours intéressé par ce genre de choses et ça permet aussi de créer une communauté, ce qui serait plus sympa pour tout le monde s'il y avait une communauté plus grande. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui regardent de plus en plus les vidéos, malgré tout que j'en fais pas trop. Hein. J'en fais pas. Ouais, il y a des gens qui bossent à fond, qui font tous les jours et donc du coup, ils speed à fond. Ils ont été propulsés très rapidement. Moi, je le fais pas vraiment. Ça explique pourquoi il n'y a pas autant de gens sur le moment. Donc c'est en partie ça, c'est pas que ça. Des fois c'est aussi parce que je faisais pas les descriptions. Aujourd'hui je fais les descriptions et effectivement je remarque que Google il me met en avant. En tout cas le système de YouTube il me met dans les suggestions. Alors que si vous ne remplacez pas les descriptions correctement, que vous ne faites pas les trucs du SEO correctement, ben en fait il ne vous met pas en avant et vous avez plein de vues que vous passez à côté bêtement. En testant, on remarque que ça marche, en se basant sur le besoin des gens. Des fois j'aime bien me baser sur les gens, ceux qui tapent
pour pouvoir faire sortir la vidéo, ce qui n'est pas plus mal, vu que voilà, si les gens ils ne voient pas la vidéo, ils passent à côté de quelque chose qui pourrait leur être utile, qui a de la valeur. Je pense que c'est quand même intéressant, voilà, de se connaître un résumé des 48 lois, de voir si ça, il y en a une qui nous plaît ou plusieurs, pour prendre sa décision si on achète le livre ou pas. Voilà, c'était Sébastien Kenner, à la prochaine.